Santé. Les pensionnats ont compromis la santé et le bien-être des enfants qui les ont fréquentés. De nombreux élèves ont succombé à des maladies infectieuses, notamment la tuberculose. Les services sexuels et physiques, ainsi que les faits d'être séparés de leur famille et de leur collectivité, ont causé des traumatismes durables chez beaucoup d'autres élèves. Les effets de ces traumatismes ont été transmis aux enfants des survivants des pensionnats et parfois même à leurs petits-enfants. Le discours tenu dans les pensionnats a également représenté un danger pour la santé mentale des élèves puisqu'il véhiculait des idées et des affirmations relatives à l'infériorité des peuples autochtones, de leur culture et de leur langue. Ce mépris pour la santé et le bien-être des Autochtones était conforme aux événements qui ont caractérisé le colonialisme, l'introduction de nouvelles maladies, la perturbation des sources alimentaires traditionnelles, la concentration des personnes sur des terres improductives et leur confinement dans des habitations insalubres où ils sont à l'étroit. Les pensionnats ont miné la santé des Autochtones en négligeant de les nourrir et de les vêtir adéquatement ainsi qu'en les hébergeant dans des logements mal construits et dangereux. Les pensionnats n'ont pas pris soin d'isoler adéquatement les enfants malades et contagieux et souvent, les pensionnats n'avaient pas les installations nécessaires pour soigner les enfants. À titre d'exemple, Ruby Firth, ancienne élève à Stringer Hall dans les territoires du Nord-Ouest, a déclaré à la commission que ces conditions ont eu un effet durable sur elle. Aujourd'hui, je fais des bronchites chroniques. Chaque hiver, j'attrape une pneumonie à 2 ou à 3 reprises et je dois utiliser 2 inhalateurs parce que quand j'étais au pensionnat de Stringer Hall, ils avaient l'habitude de nous faire porter ces petits manteaux minces rouges qui n'étaient pas assez chauds en hiver. En plus, nous devions traverser la rue pour aller à l'école. Mes 2 poumons sont marqués à 50% puisque j'ai attrapé des pneumonies à 7 reprises au pensionnat. C'est là pour rester, ça ne partira jamais. Certaines personnes doivent également composer avec des séquelles psychologiques et émotionnelles durables. Sonia Woon-Tony-Byrne a décrit les dommages que les pensionnats lui ont causés. J'ai perdu mes tresses, mes beaux cheveux ont été coupés et j'ai senti que mon identité était tellement confuse, je ne savais plus qui j'étais. Et pire encore, ils ont commencé à profiter et à abuser de moi sexuellement, pas une, pas deux, mais bien plusieurs personnes pendant très longtemps, jusqu'à mes 16 ans. J'ai commencé à dépérir. Je suis devenue très malade et anorexique. J'étais vraiment en chute libre. À un certain moment, je pesais seulement 66 livres. Et c'était tout. Je ne voulais plus vivre. Le docteur m'a dit, « Il vous reste 1 mois à vivre. Rentrez chez vous. » Il a dit à ma famille, « Ramenez-la à la maison. Elle va mourir. » J'ai été incapable d'en parler à ma mère et à mon père. Ils n'ont jamais compris pourquoi je pleurais. Les gens du pensionnat disaient toujours « Sonia est une élève fantastique. Elle est très bonne, mais à l'intérieur, j'étais tourmentée. J'ai tout gardé à l'intérieur et je n'ai rien dit à personne pendant 20 ans. » Catherine Kopnas, une ancienne élève du pensionnat de Sainte Mary en Ontario, a parlé à la commission des épreuves auxquelles elle a fait face. Les élèves des pensionnats ont subi des sévices physiques, sexuels, spirituels et surtout, ils ont été victimes d'abus émotionnels. Et mon père avait l'habitude de me dire « L'abus émotionnel est encore plus dommageable que les violences corporelles. Les blessures physiques guérissent. » C'est ce qu'il me disait. En vieillissant, j'ai eu des pensées suicidaires, je me suis fait du mal, je me mutilais les bras, je me transperçais les bras, mon corps et je me suis détruite avec l'alcool avec laquelle j'ai fait connaissance grâce au gouvernement, bien sûr. Les enfants des pensionnats n'étaient pas en mesure de prendre soin de leur santé. On leur refusait l'accès à la nourriture traditionnelle et à leur famille, aux guérisseurs traditionnels et aux collectivités qui auraient pu les aider en utilisant des méthodes autochtones pour prendre soin des éléments physiques, mentaux, émotionnels et spirituels qui causaient leur mauvais état de santé. Puisque les pensionnats étaient situés dans des endroits isolés, les élèves se voyaient également souvent se refuser l'accès aux médecins ou aux infirmières occidentaux. Ce double refus à des soins de santé, qui trouve sa source dans la politique du gouvernement, a encore cours aujourd'hui
En raison de l'isolement relatif à de bon nombre de collectivités autochtones, nombre d'entre elles n'ayant pas d'accès routier et d'un accès limité aux ressources de santé locales. L'accès aux soins de santé est un droit inscrit dans les lois internationales et constitutionnelles, de même que dans les traités. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît que les peuples autochtones. L'accès aux soins de santé est un droit inscrit dans les lois internationales et constitutionnelles, de même que dans les traités. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît que les peuples autochtones ont le droit à l'intégrité physique et morale, de même que le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. En prenant des mesures pour atteindre ces objectifs, les États sont tenus de porter une attention particulière aux droits et aux besoins spéciaux des aînés, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées. Les peuples autochtones ont le droit de participer activement à l'élaboration, à la détermination et à l'administration des programmes de santé qui les concernent. Les peuples autochtones ont également le droit d'avoir accès à leurs remèdes traditionnels et de préserver leurs pratiques traditionnelles en matière de santé. Les traités numérotés ont également établi des obligations juridiques supplémentaires touchant la santé et le bien-être des Autochtones. Le droit d'avoir accès à des soins médicaux a été retenu dans les traités 6, 7, 8, 10 et 11. Le traité 6 comprend spécifiquement une disposition concernant l'achat d'une armoire à pharmacie et les soins en cas de pestilence. Toutefois, le droit relatif aux soins de santé ne se limite pas à ces traités. La négociation des traités comprenait de nombreuses références à la protection et à la non-interférence avec les modes de vie traditionnels. Appel à l'action. 18. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'aux gouvernements autochtones, de reconnaître que la situation actuelle sur le plan de santé des Autochtones au Canada est le résultat direct des politiques des précédents gouvernements canadiens, y compris en ce qui touche les pensionnats, et de reconnaître et de mettre en application les droits des Autochtones en matière de soins de santé tels qu'ils sont prévus dans les droits internationaux et le droit constitutionnel, de même que par les traités.